Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo de précision par rapport à ce que j'ai dit hier, parce que ça pouvait être un peu confus, et en la revisionnant ce matin, je me suis dit, oula, peut-être reprendre deux, trois petites choses. Je parlais des trois sœurs, la résistance, l'inductance et la capacitance, donc le complexe LRC, qui dans le cadre de l'électronique est un phénomène qui est parfaitement connu, qui est même la base de certains éléments de l'électronique, mais qui dans le cas d'un câblage, et notamment d'un câblage dédié à un système numérique, est une vraie plaie et vient nous emmerder. Pourquoi? Parce que, en fait, le signal DCC, c'est donc un signal numérique qui va véhiculer deux choses de façon simultanée. D'une part, de la puissance pour pouvoir faire bouger nos locomotives, et d'autre part, un message informatique qui va permettre de pouvoir piloter la locomotive. Et c'est bien ça le problème, c'est que, à la grande différence d'un câblage en analogique qui ne va véhiculer que de la puissance, et éventuellement une variation de tension pour pouvoir faire varier la vitesse d'une locomotive, en DCC, on véhicule une information. Et cette information, entre le moment où elle est générée sur la centrale, dans la centrale, et le moment où elle arrive dans la locomotive, entre les deux, il y a deux obstacles majeurs. Le premier, ça va être l'obstacle du câblage. Le deuxième, ça va être l'obstacle du contact rail-roue, c'est-à-dire de la façon dont la conductivité va s'opérer entre les rails et les palpeurs de la locomotive via les roues, qui est un contact vraiment très minime. Et donc, ces deux éléments de difficulté, dont un peut être évité en faisant un très bon câblage, et un deuxième peut être évité en nettoyant très régulièrement, correctement, ces rails avec les bons produits, donc ça je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, on peut éviter des maux de tête. Alors la raison pour laquelle moi j'ai refait pour la troisième fois le câblage de Wessenheim, c'est par rapport à différents éléments. Mais je voudrais revenir plus particulièrement sur ce que je disais hier, qui est la problématique LRC, donc la résistance, l'inductance et la capacitance. Quand on a un conducteur électrique, au plus ce conducteur est long, au plus la longueur va impliquer une résistance interne de ce conducteur. On n'a pas de conducteur parfait qui nous permet que le nombre d'électrons qu'on injecte au départ soit le même que celui à l'arrivée, et vice-versa. Donc, la première problématique d'un bon câblage, c'est d'avoir des sections suffisamment grandes pour passer un maximum d'électrons sans qu'il y ait de perte. Ça, c'est la première problématique. Ça, c'est la problématique de la résistance. Ensuite, la deuxième problématique, qui est la problématique de l'inductance, c'est que quand on fait passer un champ électrique dans un courant électrique plutôt, dans un conducteur, il va générer un champ. Et ce champ, dans certains cas, il peut être excité, et quand il est excité, il peut venir provoquer des perturbations sur le signal en lui-même qu'il est en train de faire véhiculer. Et c'est ça le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est que quand on utilise des câbles et que ils sont placés d'une certaine manière, ils peuvent créer des effets capacitifs. Donc c'est la capacitance. Pourquoi? Parce que on va avoir des phénomènes physiques qui vont rentrer en jeu entre l'air, les isolants des câbles, les conducteurs et la section des câbles, et mis tout ça bout à bout, ça crée des condensateurs virtuels, et ces condensateurs virtuels, eux aussi, vont avoir une propriété très ennuyeuse pour nous, quand on va câbler un réseau, qui vont être de créer des poches d'énergie qui, ensuite, après, dans certaines conditions, peuvent provoquer des aberrations, notamment lors de la rétrosignalisation. Donc, l'usage d'un câblage approprié va vous permettre de pouvoir éviter ces écueils. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe quand on a deux câbles qui n'ont pas la même longueur et qui doivent véhiculer un signal symétrique? Parce que je rappelle, le DCC, c'est un signal symétrique, c'est-à-dire que quand une phase est à 0 volts, l'autre phase véhicule le signal de 0 plus 15 volts, et ensuite on a une inversion de phase où le même signal est envoyé de façon symétrique de l'autre côté.
c'est-à-dire que la phase qui était initialement, qui faisait véhiculer le message, devient la référence à 0 volt, et l'autre phase qui était à 0 volt se met à véhiculer le même message de l'alternance précédente. C'est pour ça que on fait un abus de langage en disant que le DCC est un signal alternatif. C'est vrai, mais c'est en fait pas un signal alternatif, ce n'est pas un courant alternatif. C'est un signal qui est répété qui répète le même message, tantôt sur une phase, la fois suivante sur l'autre phase, avec des marqueurs d'inversion qui sont définis par la norme DCC, ça, il n'y a aucun souci. Et ensuite, après, on a ce qu'on appelle une bande passante, ça ne va pas du tout être le sujet tout de suite et immédiat de la précision que je vais faire. Mais par exemple, quand on a deux conducteurs qui sont censés sortir de la centrale et aller sur votre réseau, mais que ces deux conducteurs n'ont pas la même longueur. Et bien, s'ils n'ont pas la même longueur, ils ne vont pas avoir la même résistance. Et donc, on va avoir le premier niveau d'interférence qui va être que sur une alternance, l'information va arriver plus rapidement que sur l'autre alternance où le conducteur est plus long. Donc c'est pour ça que la première des choses à faire attention quand on fait un câblage en DCC, c'est effectivement que les deux phases, donc le P, le N, le J, le K, peu importe comment vous les appelez, rouge, noir, marron, noir, enfin en fonction du code couleur, ça on s'en fout, mais les deux phases qui sortent de la centrale parcourent la même distance vers les sections d'alimentation de votre réseau. Alors effectivement, quand on vient intercaler des modules de rétrosignalisation, on vient complexifier un petit peu le chemin de l'électricité, mais dans tous les cas, il faut avoir cette règle très claire, c'est la longueur des conducteurs, que ce soit les feeders ou que ce soit les droppers, doit être rigoureusement la même pour que, ou tout du moins au maximum la même distance pour éviter les premiers effets qui sont les effets de résistance. Ça, c'est le premier effet. Deuxième effet, c'est l'effet de l'induction, l'inductance. L'inductance, c'est quoi? C'est quand on a un courant électrique qui passe dans un conducteur, ce courant électrique va générer un champ électromagnétique. Et dans certaines configurations, notamment quand on passe les câbles à certains endroits, quand ils se chevauchent, etc., on peut avoir ces champs qui viennent perturber leur environnement, et donc c'est à ce moment-là que par induction, on va avoir des effets fantômes qui peuvent apparaître sur des conducteurs qui sont proches les uns des autres. Donc c'est pour ça que on évite de torsader les câbles, parce que quand on torsade les câbles, on va faire appel aux deux notions des trois sœurs, l'inductance et la capacitance. La capacitance, c'est quoi? C'est en fait une notion qui vise à faire de l'accumulation d'énergie à un endroit. C'est sur ça que fonctionne, sur cette technologie, sur ce principe que fonctionnent les condensateurs, où on a des alternances de diélectrique, l'air, d'isolant, la gaine, de conducteurs, le fil, et dans certains cas, le mélange de ces trois couches vient provoquer des réserves d'énergie locales. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le torsadage des fils est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que quand on torsade des fils de façon industrielle, on connaît en fait la dérive des deux conducteurs, et on va pouvoir, avec une certaine tension sur le fil et un certain nombre de rotations, calculer exactement comment on va annuler les effets induits de la résistance et de l'inductance et de la capacitance, tout en ayant la même distance de fil, et donc annuler les trois effets. Et quand on achète du câble torsadé industriel, on a des caractéristiques qui sont données en inductance, en réductance et en capacitance qui sont annulées, ce qui permet à l'information qui va transiter d'être préservée. Malheureusement, quand on fait du torsadage à la main, on est incapable de pouvoir apprécier réellement les impacts de notre torsadage sur la création de réserves d'énergie, de poches d'énergie, donc de capacitance, et sur le rayonnement
induit par la torsade des deux fils, l'inductance, et donc on peut très très vite, pensant bien faire pire que mieux. Et c'est pour ça que le fait d'utiliser un conducteur bipolaire, c'est-à-dire avec deux phases collées l'une à l'autre, ça permet d'être sûr d'avoir la même distance parcourue, et ça c'est un point très important sur le câblage. Ensuite, on a du multibrin, ce qui permet de faciliter le transit de l'énergie et donc le transit de l'information. A contrario, quand on fait une installation électrique de maison, on s'en fiche de véhiculer une information. Ce dont on a besoin, c'est de véhiculer de la puissance. Et donc, la puissance, c'est assez facile. Alors, qu'on soit en régime alternatif ou continu, la puissance, c'est l'un des éléments qui est le moins perturbé. Puisque ça dépend de la grosseur des tuyaux, si j'ose dire. Donc, quand on fait une installation avec du câble monobrin, ce qui a été le cas de ce que j'ai fait, parce que c'était pratique, hein, j'allais au magasin de bricolage, j'achetais du fil électricien en 1,5 carré, je faisais mes feeders en 1,5 carré, tout allait bien, je passais la puissance. Mais par contre, je détériorais le message numérique, parce que ces fils-là ne sont pas des bons conducteurs d'une information numérique. Ils sont des bons conducteurs de puissance, mais ils ne sont pas des bons conducteurs d'information numérique. Donc ça, c'est l'une des raisons pour laquelle aussi j'ai été amené à refaire mon câblage complètement, parce que l'usage de ces fils-là, d'une part, plus le fait que j'avais une désymétrie de distance parcourue entre le canal N et le canal P, donc entre la phase N et la phase P, J ou K, peu importe, faisait qu'au final, eh ben, j'avais une détérioration du signal DCC qui arrivait sur les rails, et a fortiori les rails n'étant jamais propres à 100%, ce signal était encore détérioré par le contact rail-roue, ce qui fait que j'avais des aberrations, notamment des aberrations de rétrosignalisation. Pourquoi? Parce que j'avais des poches de capacité. Et ces poches de capacité, plus du rayonnement, faisait que j'avais de la détection fantôme. Donc pour pouvoir éviter de la détection fantôme, il faut avoir des câbles de bonne qualité qui soient adaptés au passage d'un signal numérique, et non plus taillés pour pouvoir passer de la puissance brute. La puissance brute, ok, elle est importante, parce qu'on a besoin de passer les 3 ampères de la centrale, ou les 5 ampères de la centrale, ou dans certaines installations 8 ampères, mais ça, c'est la grosseur du tuyau qui va permettre de passer la puissance. C'est pas la nature du tuyau. La nature du tuyau, ça doit être un câble de très bonne qualité qui soit spécialisé pour passer un signal numérique qui, lui, a besoin d'être un maximum sanctuarisé sur le câblage. Et si vous avez une très bonne installation numérique, Z21, une Écosse, etc., mais que derrière vous avez un câblage qui est complètement merdique, eh ben vous allez perdre énormément de qualité et de plaisir de conduite de votre réseau miniature. Vous n'allez pas pouvoir faire de la MFAO dans de bonnes conditions parce que votre rétrosignalisation vous racontera n'importe quoi. Et c'est un petit peu, moi, les différents problèmes que j'ai eus à différents stades. Donc, refactoriser un câblage de qualité, ça me permet de sanctuariser l'un des plus gros problèmes que l'on a, qui est pas la génération du signal DCC, qui n'est pas la lecture du signal DCC, mais qui est le transit de cette information tout au long du réseau pour justement garantir l'intégrité du signal. Donc les 3 sœurs terribles, elles viennent impacter la qualité de ce signal, elles viennent impacter la qualité des fronts montants, des fronts maintenus et des fronts descendants, hein, ce qui constitue en fait le bit du signal numérique, indépendamment de la puissance véhiculée. Et si on a ces perturbations qui viennent s'additionner, au final, on a un réseau qui n'est plus du tout exploitable, même avec une télécommande, avec le bouton qui tombe. Donc, à un moment donné, soigner son câblage, c'est très très important, et il faut un petit peu raisonner non plus comme une alimentation d'énergie, mais comme un réseau
justement, qui vient donner une information, et dans la philosophie, c'est pas du tout la même chose. Donc il y avait un petit peu une confusion hier soir, hier sur la vidéo d'hier matin, où je parlais d'inductance, de capacitance, de résistance, qui sont effectivement les trois sœurs terribles, sont très pratiques quand on fait de l'électronique, mais qui sont une calamité au niveau du câblage, et c'était un petit peu le sens du message d'hier, même s'il était un peu plus confus. Ce qui est important à retenir, c'est d'avoir les bus, donc les feeders, qui viennent alimenter vos différents éléments, ou qui viennent alimenter vos sections de voix, qui est la même distance, la même longueur. Utiliser un câble joint, ça permet d'éviter d'avoir des câbles qui viennent créer des nœuds, et ces nœuds viennent créer des points de capacitance qui viennent perturber le signal numérique. Évidemment, ne pas torsader manuellement ce fil, parce que là, à ce moment-là, on va renforcer les effets de capacitance et on va venir créer des champs induits, et ces champs induits peuvent venir perturber d'autres feeders qui seraient côte à côte. Donc, limiter au maximum les torsades, les chemins sinueux, et aller d'un point A à un point B le plus possible en ligne droite, et éviter les chemins sinueux, parce que ça, c'est vraiment ce qui nuit aux bonnes pratiques de câblage et à l'intégrité du signal DCC, puisque ça, c'est ça qui est le plus important. Et évidemment, ensuite, après, faire avec la topologie de son réseau du mieux qu'on peut, sachant que parfois on a des limitations physiques qui font que la ligne droite, elle n'est pas tout à fait possible, et parfois on est obligé de devoir faire un petit peu de coude. Mais ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que celui qui a le signal le plus intègre, c'est le feeder qui sort de la centrale. Lui, il a son signal qui, s'il est utilisé avec un bon câble, d'une bonne section, il a une intégrité qui est maintenue le plus longtemps possible. Maintenant, on va me rétorquer quelle va être la longueur maximale d'un feeder. Ça va dépendre de la section de votre fil. À partir du moment où on a un feeder qui doit parcourir une quinzaine de mètres, une section de 1,5 mm² est largement suffisant, notamment pour pouvoir véhiculer par ailleurs la puissance de 3 à 5 ampères de votre système numérique. Ça, il n'y a pas de problème. À partir du moment où on va commencer à arriver sur des distances qui vont dépasser 20 mètres, à ce moment-là, on va être obligé d'augmenter la section du fil pour baisser sa résistance. Ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'il y a plus de matière, mais en fait, il y a une meilleure conductivité quand on augmente la section du fil, quand on doit parcourir de très très grandes longueurs. Donc effectivement, cette question-là, elle est très intéressante, et elle doit être gardée à l'esprit au moment où on fait son câblage, c'est-à-dire de placer la centrale et le cœur de ce qui va générer le signal DCC de façon la plus équidistante par rapport aux parties les plus éloignées de votre réseau, dans la mesure du possible. L'autre chose aussi, c'est que quand on doit parcourir des chemins très longs, ce qui est mon cas entre le booster numéro 1 et l'extension, où là j'ai un très long chemin à passer, et évidemment, il ne faut pas faire passer ce feeder-là avec les autres feeders qui seraient en charge d'alimenter des choses à proximité beaucoup plus réduite. Parce que là, lui, il a besoin finalement de ne pas être emmerdé par des champs liés à l'usage du réseau. J'en reviens d'ailleurs à un autre concept, c'est qu'effectivement, les boîtiers de rétrosignalisation, au plus proche ils sont des feeders, au mieux c'est. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir le boîtier qui soit le plus proche des feeders, c'est-à-dire les 8 sorties qui soient au plus proche des sections d'alimentation à alimenter, que d'avoir des longs feeders qui viennent au boîtier et que le boîtier soit proche de la centrale. Ça, c'est une bêtise que j'avais faite, et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai déplacé les boîtiers de rétrosignalisation plus proches de la zone dont ils ont la charge, pour éviter d'avoir ces longs feeders mis en faisceau
qui seraient amenés à se perturber les uns les autres, et donc du coup de perdre en intégrité, et de risquer de contaminer en fait les autres feeders et de créer des détections fantômes, parce que c'est vraiment ça le problème que l'on peut avoir, et on est tenté de mettre tout dans une seule botte, et vous avez vu que moi j'ai mis des goulottes, j'ai mis 2 goulottes de chaque côté, et puis au milieu il y a des câbles informatiques qui ne sont pas mis dans les goulottes. C'est totalement volontaire, c'est-à-dire qu'en fait l'objectif là, c'était vraiment de me dire j'ai 2 goulottes qui vont me permettre de pouvoir acheminer mes feeders DCC. Alors la goulotte qui est le plus au fond s'occupe de toutes les zones rétro-signalisées et donc de faire apporter vers la tour où il y a tous les modules de rétro-signalisation. Et puis j'ai une autre goulotte qui, elle, va servir aux feeders qui vont alimenter les parties les plus éloignées du réseau, et notamment la partie de l'extension depuis le booster. Alors après, il y a une autre dernière petite chose qu'il faut savoir, c'est que normalement la norme IEC pour la protection des personnes, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, quand on a des conducteurs apparents, ce qui est le cas des rails, on a une puissance maximale autorisée qui est, selon la norme, de 240 watts. 240 watts, ça veut dire que c'est la puissance de l'énergie disponible pour ensuite, après, les appareils qui vont l'utiliser. Donc, les 240 watts, c'est ce qui est en amont de la centrale, c'est l'énergie qui est fournie à la centrale, qui est créée depuis le courant secteur, depuis le 220 volts, depuis l'alimentation secteur. Et donc, du coup, c'est vrai que on a une obligation, normalement, si on suit la norme, de ne pas avoir trop d'énergie au même endroit qui est transformée du secteur vers les bus d'alimentation primaire des centrales, et ça, c'est limité à 240 watts. Concrètement, ça veut dire que normalement, on ne peut pas avoir sur un réseau particulier, et là je dis bien, je mets bien en avant la notion de particulier, parce que c'est un petit peu différent, en fait, quand on regarde les grands réseaux, etc., il y a des notions de sécurité, que ce soit à Hambourg, que ce soit au Kassenberg, etc., où eux, ils ont beaucoup plus de puissance, mais ce ne sont pas des réseaux particuliers, ils ne sont pas dans le cadre du particulier. On met les expositions aussi dans le cadre du particulier, hein, et ça, c'est une information qui est assez importante, et qui est malheureusement donnée dans la norme IEC, mais pas du tout auprès des fabricants. Les fabricants, on parle pas trop de ça, et c'est une vraie question, c'est qu'en fait, on est limité à la puissance équipable, donc au nombre de boosters que l'on peut mettre sur un réseau. Et en fait, quand on regarde la norme IEC, la puissance maximale qu'on est autorisé à mettre, c'est l'équivalent d'une centrale et de 3 boosters au maximum, ce qui fait 240 watts. Et donc, alors après, on peut jouer sur les alimentations en disant oui, mais j'utilise des alimentations à découpage de 50 watts pour alimenter la centrale. Donc, si on fait 50 watts, ça veut dire qu'en fait, on peut mettre une centrale de 50 watts plus un booster, ça fait déjà 100 watts. Donc deux boosters supplémentaires, ça fait déjà 3 boosters, donc ça fait une centrale et 4 boosters. Et là, on a 250 watts, mais c'est jamais... Bon. Mais globalement, c'est ça la limitation normative donnée par l'IEC sur la protection des individus au niveau assurantiel. Quand on se retrouve avec un réseau où on a l'obligation d'avoir plus de 240 watts parce qu'on fait tourner plus de trains. En réalité, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut découper son réseau en plusieurs sous-réseaux alimentés indépendants, et il faut faire ce qu'on appelle des zones de transit. D'un point de vue, là je vous parle d'un point de vue de l'assurance. C'est-à-dire que ce qui m'a été répété là par l'assureur, qui est venu faire l'audit, et notamment qui m'a
très fortement conseillé de changer mon rack d'alimentation, parce qu'il n'y avait pas de problème sur le reste. À ses yeux, il n'y avait pas de problème sur le reste, même s'il avait des problèmes liés aux détections fantômes et des problèmes de câblage et d'intégrité du signal DCC, mais d'un point de vue électrique, il n'y avait pas de problème à ses yeux. Par contre, il y avait un vrai problème sur mon rack d'alimentation, c'est l'une des raisons pour lesquelles je suis obligé de le refaire, et de le refaire avec les alimentations classe 3. Donc ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Ça fera l'objet d'une vidéo dans cette suite logique de vidéos sur le câblage. Mais ce qu'il m'a dit, et le mec était très compétent, c'est qu'en fait, si j'avais un besoin de puissance plus important, bah, j'aurais dû fractionner mes réseaux en différents sous-réseaux, et je ne pouvais, les liaisons entre ces différents sous-réseaux ne pouvaient se faire qu'avec une commutation qui me permette qu'il n'y ait jamais de fuite entre la puissance d'un réseau vers la puissance d'un autre réseau. En gros, il fallait que je mette en place un système normatif, normé, de commutation qui m'assure que quand un train arrive dans la zone de transit, cette zone s'éteigne, donc se mette à la masse complètement, pendant un certain temps, le temps de décharger les différents éléments, etc. Et ensuite, après, puisse commuter sur l'autre zone. Ça sera l'occasion d'en reparler dans une autre vidéo. En tout cas, voilà, c'était un petit peu les précisions que je voulais vous donner par rapport à la vidéo d'hier, qui était un petit peu confuse sur cette thématique-là des 3 sœurs et du LRC. Je vous tiens à vous remercier, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre l'activité de la chaîne Bienvenue à Wessenheim. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Un grand merci aussi à toutes les personnes qui font des tips sur la plateforme Tipeee pour m'aider au financement des projets sur la chaîne. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, et si vous en avez l'occasion, faites du train. Ciao!